Binge Audio. L'annonce de la mise en chantier d'une série télé adaptant Harry Potter a suscité des réactions qu'on qualifiera pudiquement de mitigées. Alors certes, l'idée de voir explorer avec plus de détails qu'au cinéma les passionnantes aventures du jeune sorcier britannique, c'est alléchant. Mais l'idée en parallèle de savoir que sa créatrice, l'autrice J.K. Rowling, est partie prenante de la chose, ça l'est déjà beaucoup moins. Car depuis quelques années, cette dernière s'est surtout illustrée par une farouche tendance à la transphobie, au point de s'aliéner une bonne partie de la communauté des fans de ses livres. Mais comment en est-elle arrivée là ? C'est ce qu'on va essayer de comprendre dans cet épisode écrit par David Carzon. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme 2. Jusqu'à la fin des années 2010, tous les portraits de J.K. Rowling dépeignent l'ascension sociale d'une jeune femme pauvre, élevant seule son enfant, écrivant dans son coin la saga Harry Potter, une œuvre à la fois littéraire et cinématographique devenue culte pour plusieurs générations. Un succès fulgurant qu'elle ne doit qu'à elle-même. Aujourd'hui, le ton a changé. Il aura fallu peu de temps pour que la success story sans accroc appartienne désormais à un passé révolu. Si l'image de J.K. Rowling reste vénérée, c'est bien souvent dans les milieux conservateurs et transphobes que ça se passe. Car les prises de position de la romancière sur les questions transgenres l'ont peu à peu fait basculer dans un autre monde, celui de X, anciennement Twitter, celui de l'invective permanente, celui encore des prises de position dont on ne pressent pas les conséquences. D'autant que la transidentité semble être devenue son sujet de prédilection quasi unique, chassant l'ombre amicale d'un petit sorcier à lunettes pour celle d'une sorcière haineuse ou d'une martyre de la cancel culture selon le point de vue où on se place. Ce qu'il faut comprendre, c'est que s'intéresser à cette histoire, c'est tenter de se mettre dans la tête de personnes qui ont souffert et qui souffrent encore. Ça nécessite de l'humilité et du recul, ce que nous allons essayer de faire ensemble. Pour ça, il est nécessaire de revenir à la première partie de l'histoire, celle d'une secrétaire devenue autrice milliardaire. Je pensais qu'en écrivant ce livre, j'aurais des difficultés à les faire publier. D'ailleurs, j'ai eu des difficultés. Ça n'a pas été facile de trouver un éditeur. Et puis, j'ai pensé que si ce rêve se réalisait et que ce livre soit publié, quelques personnes seulement seraient intéressées. Mais je ne m'attendais évidemment pas à un tel succès, jamais. Joanne Rowling, qu'on n'appelle pas encore J.K., vient d'un de ces comtés anglais dont le nom évoque un polar glauque à la David Pierce. Elle grandit dans un foyer modeste, vivant à la limite de la pauvreté. C'est une élève intelligente, timide, pas très douée pour les sciences. Elle observe beaucoup et se nourrit de détails qui lui serviront plus tard pour décrire les lieux et des personnages de ses romans. Elle est le stéréotype de l'enfant qui passe son temps scolaire et libre à écrire des histoires. Des histoires à base de lapins qui attrapent la rougeole ou de diamants maudits. Des histoires seulement pour elle et pour sa mère qui la pousse et la soutient dans cette voie. Sa mère justement, son premier traumatisme. Elle a 15 ans quand on diagnostique chez sa maman une sclérose en plaques. L'adolescence, c'est souvent une période difficile de la vie. Elle est terrible pour Joanne Rowling qui voit l'état de sa mère se dégrader lentement mais irrémédiablement. Malgré tout, elle poursuit ses études et continue de s'inventer des histoires qu'elle partage avec ses amis. Refusée à Oxford, elle intègre l'université d'Exeter où elle étudie le français et la littérature. En gros, on la destine à devenir secrétaire ou enseignante. Elle séjourne un temps en France où elle fait un stage d'enseignement en français. Elle passe surtout beaucoup de temps dans les bibliothèques où elle dévore Tolkien. Ensuite, il faut bien travailler. Alors Joanne Rowling enchaîne les petits boulots. Elle n'a pas oublié sa vocation de raconter des histoires. En parallèle donc, elle écrit des romans, rien d'assez bon pour le moment. Nous sommes en 1990 et Harry Potter va naître dans son esprit alors qu'elle se trouve bloquée dans un train entre Manchester et Londres. Elle imagine dans sa tête les aventures d'un petit garçon qui ne sait pas qu'il est un sorcier et qui va intégrer une école de magie. À son arrivée à destination, elle écrit tout sur des petits bouts de papier pour s'en souvenir. Harry Potter est né, mais il va falloir encore du temps avant qu'il ne devienne une icône mondiale.
Joanne Rowling ne le sait pas, mais c'est le début d'un long tunnel pour elle. Quelques mois plus tard, sa mère meurt des suites de sa sclérose en plaques. Peu après, elle déménage au Portugal pour y être professeure d'anglais. Un poste à mi-temps qui lui permet de poursuivre l'écriture de son histoire de jeune sorcier. La descente aux enfers commence lorsqu'elle se marie avec un journaliste portugais. Son mari est violent et le couple explose 1 an plus tard. Rowling repart avec sa fille de quelques mois au Royaume-Uni. Elle s'installe d'abord chez sa sœur en Écosse, puis dans un petit appartement à Édimbourg où elle ne peut subsister qu'avec les aides publiques. Elle entre dans une profonde dépression durant laquelle elle envisage même le suicide. Elle s'en sort en reprenant un travail d'enseignante et en finissant le premier tome des aventures d'Harry Potter. Nous sommes alors en 1995. Le manuscrit est prêt, mais il est d'abord refusé par toutes les maisons d'édition. Seule Bloomsbury, une maison encore modeste, s'y intéresse afin de se lancer dans l'édition jeunesse. 2 ans plus tard, Harry Potter à l'école des sorciers est publié et tiré à 1000 exemplaires. C'est le moment où elle change Joanne en J.K. à la demande de son agent qui pense que les jeunes garçons susceptibles d'acheter son livre pourraient être rebutés par le fait qu'il a été écrit par une femme. On a oublié à quel point c'était assez typique de la pensée qui prévalait encore à l'époque. Peut-être ne connaissez-vous pas encore Harry Potter. Cet apprenti sorcier est la nouvelle coqueluche des jeunes lecteurs. Le livre a déjà été prévendu sur le net à plus de 320 000 exemplaires. Harry Potter est un véritable phénomène d'édition aux États-Unis et en Angleterre. En 2 jours, 3 millions d'exemplaires de ce type se sont vendus aux États-Unis. Vous avez sans doute déjà entendu parler d'Harry Potter, le héros préféré des enfants et des adolescents. C'est vrai qu'il y a une sorte de folie autour des aventures de ce petit sorcier, Harry Potter. 66 millions d'exemplaires vendus jusqu'à ce jour dans le monde entier. Très vite, les ventes du livre explosent et font des aventures du jeune sorcier un carton mondial. Les maisons d'édition s'arrachent les droits d'adaptation du roman et de ses suites à l'étranger. Une bataille s'engage aussi pour les droits d'adaptation au cinéma. Entre-temps, J.K. Rowling s'est remariée, a fait 2 autres enfants et a suivi une thérapie pour l'aider à gérer cette soudaine notoriété. La suite, on la connaît. La saga Harry Potter en livre va s'arrêter en 2007 avec le dernier volet, Harry Potter et les reliques de la mort. 4 ans plus tard, c'est la saga au cinéma qui se termine également. Et au final, ce sont des centaines de millions d'exemplaires vendus dans quelques 80 langues et des recettes au cinéma qui dépassent les 7 milliards de dollars. Et nous voici donc au milieu des années 2010. J.K. Rowling est adorée de tous. Elle est considérée comme la femme la plus influente de Grande-Bretagne. Elle devient même milliardaire un temps avant de redistribuer une part de sa fortune à des œuvres caritatives. Et elle se met à écrire des polars sous pseudo et des scénarios pour Hollywood. Alors maintenant, avant d'aborder la suite, que faut-il retenir de cette vie et de ce portrait qui permet, peut-être pas de comprendre, mais de donner au moins quelques clés ? Eh bien que l'histoire de J.K. Rowling a été marquée par la mort, la maladie, le sexisme et la violence masculine, car en plus des violences conjugales, elle a raconté plus tard avoir aussi été victime de violences sexuelles. Et que cette question de la violence des hommes contre les femmes, c'est devenu un sujet pour elle crucial, presque vital. Une question qui supplante toutes les autres. La suite de l'histoire se passe sur ce qu'on appelait encore Twitter à l'époque. Un premier incident se produit en 2018. L'écrivaine like un tweet transphobe. Un like accidentel selon elle. Mais l'année suivante, toujours sur Twitter, elle apporte son soutien à Maya Forstater, une chercheuse britannique dont le contrat de travail n'a pas été renouvelé après des propos tendancieux jugés transphobes. Je me suis contentée de donner la définition du sexe que l'on trouve dans la loi. C'était une situation vraiment kafkaïenne. J'ai expliqué que la loi au Royaume-Uni protège les gens contre la discrimination fondée sur le sexe, homme ou femme, et sur la base du changement de genre, que vous soyez transsexuel ou transgenre. J'ai utilisé la définition tirée de la loi, et c'est ce qui m'a coûté mon emploi. Il faut s'arrêter quelques instants sur cette histoire, car elle contient tous les éléments du problème. Tout tient dans la phrase prononcée par Maya Forstater, une phrase à la fois simple et complexe. Elle a dit, je cite, « Sex is real », le sexe est réel. Ça n'a l'air de rien, mais c'est à partir de cette petite phrase que les transphobes construisent un argumentaire de haine et de destruction. Et les personnes concernées ont bien compris ce qui se jouait là. Parce qu'en disant que le sexe, c'est réel, on en fait une question purement biologique. On ramène le sexe au niveau de la biologie, donc, pour se débarrasser des questions liées à la
construction sociale. En résumé, on en fait une question binaire d'assignation à la naissance qui ignore et rejette même toute autre forme d'identité de genre. On pourrait considérer que ce n'est pas si grave de vouloir penser la question du sexe et de l'identité uniquement sous des aspects biologiques. Sauf que ça fait partie de la stratégie utilisée par tous les mouvements conservateurs et réactionnaires pour mettre en place leur mécanique de haine et leur lutte contre celles et ceux qui sortent de leurs normes. On prend une formule, qui peut paraître anodine, pour construire autour un argumentaire et un environnement réactionnaire. C'est une manière aussi d'attirer celles et ceux qui ne voient pas le mal derrière des positions qui peuvent paraître de bon sens si on n'y accorde pas plus d'attention que ça. Et enfin, c'est aussi une façon de contourner les accusations de transphobie. On pourrait prêter à J.K. Rowling cette vision biologiste de la société. Sauf qu'elle ne va pas s'arrêter là, et elle va utiliser sa voix et sa notoriété pour imposer l'idée qu'une femme trans n'est pas une femme. Ça va même devenir une obsession, une cause politique qui la dépasse. Il suffit pour ça de regarder son compte X pour s'en rendre compte. Alors certes, contrairement à certains de ses nouveaux supporters, J.K. Rowling ne cesse de dire aussi qu'elle respecte, je cite, « le droit de toute personne trans à vivre sa vie de la façon qui lui paraît la plus sincère et confortable ». Ce sont ses termes. Sauf, évidemment, si ça amène à remettre en cause cette notion de sexe biologique. Comme par exemple, cette loi écossaise qui voulait permettre aux personnes transgenres de reconnaître leur identité de genre et de modifier leur état civil plus facilement et plus rapidement. Une loi bloquée par le gouvernement britannique et une loi contre laquelle J.K. Rowling s'est amplement indignée, tout comme elle s'est élevée aussi contre une loi encore écossaise qui élargit à la transidentité le délit d'incitation à la haine. Pour J.K. Rowling, cette dernière loi, c'est une atteinte à la liberté d'expression et elle veut réduire au silence celles et ceux qui dénoncent les dangers de supprimer les espaces réservés aux femmes. Voilà où se trouve le nerf de la guerre dans cette histoire. J.K. Rowling ne croit pas qu'un homme puisse devenir une femme trans. Et elle pense qu'il reste un danger pour la femme dans les espaces qu'ils sont amenés à partager. En cela, elle rejoint le mouvement TERF, l'acronyme de Trans Exclusionary Radical Feminist, mouvement féministe qui exclut les femmes trans de leur lutte et qui combattent tout droit ou toute reconnaissance en leur faveur. TERF, Trans Exclusionary Radical Feminist, en français féministe radical excluant les personnes trans. Sujet compliqué puisque les TERF reçoivent des menaces de mort, les personnes trans reçoivent des menaces de mort, les féministes reçoivent des menaces de mort. En gros, faut qu'on meure tous, sauf les hommes blancs avec un pénis, c'est pas né intersexe, et certainement j'oublie des trucs. Le problème, ce n'est pas tant ce que J.K. Rowling pense, mais ce qu'elle en fait. Elle ne peut pas ne pas savoir qu'elle est devenue l'idole d'influenceurs réactionnaires qui collent des « I love J.K. » dans le décor de leurs vidéos. Elle dit défendre un point de vue qui doit être respecté. Du côté des personnes trans, on lui rétorque que le droit à l'égalité, ce n'est pas une idéologie à débattre. Et d'ailleurs, J.K. Rowling ne fait pas que défendre une opinion qu'elle estime en danger. Elle est de tous les combats pour empêcher la moindre reconnaissance de la transidentité, avec pour conséquence un durcissement de ses prises de position et même un dérapage quand elle niera la persécution des personnes transgenres par les nazis. La question du pourquoi, elle est probablement à aller chercher dans ce passé qu'on a raconté, ces traumatismes liés à des hommes et à un système qui favorise ces violences masculines. On sent qu'elle projette ses propres expériences dans un combat qui n'a finalement que très peu de points communs avec ce qu'elle a vécu. Je suis aux anniversaires du bureau, ce que J.K. Rowling est aux histoires de sorciers devenues problématiques. Je dirais bien Serpentard, ou peut-être plutôt Pouf-Souffle, où les femmes trans ne sont pas du tout des vraies femmes. Attendez, quoi? Je veux dire, ce sera un des deux premiers trucs. Allez, c'est au tour de la prochaine fille ou du prochain garçon. Oui, on est soit l'un, soit l'autre. Ces années de polémique, elles ont fini par décevoir une partie des fans de l'autrice. Notamment celles et ceux qui voulaient voir dans l'histoire d'un petit garçon qui sort d'un véritable placard pour trouver sa vraie nature et vivre des aventures extraordinaires, une ode à l'émancipation. Ils sont nombreux et nombreuses à dire que lire Harry Potter les avait aidés dans le chemin tumultueux qui mène de l'adolescence à l'âge adulte. Ça ne les empêche pas de toujours aimer le sorcier, mais il y a une séparation claire désormais avec son autrice. Cette déception, elle s'est même transformée en colère chez certains. J.K. Rowling reçoit beaucoup d'insultes sur les réseaux sociaux comme en dehors, et elle reçoit aussi des menaces de mort. Bref, une violence inouïe se déchaîne contre elle. Alors soyons clairs, cette violence, elle est inacceptable. Mais elle ne saurait toutefois éclipser cette autre violence inlassable que subissent au quotidien les personnes trans.
On pourrait se dire qu'il suffirait de l'ignorer ou d'ignorer certains de ses propos pour ne pas leur donner de poids. C'est pas si simple. La philosophe Natalie Wynn, alias ContraPoints sur YouTube, explique ça très bien dans une de ses vidéos où elle fait le parallèle avec Anita Bryant. Cet ancien mannequin et ancienne chanteuse de folk américaine est devenue un personnage médiatique quand elle a publiquement combattu une ordonnance de l'État de Floride qui interdisait toute discrimination basée sur l'orientation sexuelle. Ce qui revenait, pour elle, à autoriser les personnes homosexuelles à travailler dans les écoles, par exemple, et à devenir des modèles pour les enfants. Alors elle a sciemment entretenu la confusion entre homosexualité et pédocriminalité pour parvenir à ses fins. Si Anita Bryant a connu son heure de gloire médiatique et a remporté quelques victoires politiques, ça n'a pas duré. Et si elle a eu un écho, ça n'a jamais vraiment débordé en dehors de ses cercles militants. Mais surtout, la communauté gay visée a toujours su comment tourner ses propos en dérision, voire les tourner à son avantage. Ce n'est pas le cas avec J.K. Rowling. De par sa position, elle médiatise et cristallise l'opinion sur un sujet, la transidentité, qui ne concerne que peu de personnes mais qui sert de tremplin à des mouvements réactionnaires pour faire passer leurs idées et leurs messages. Il faut en effet comprendre comment les extrêmes font de la récupération pour dénaturer ce principe de la lutte contre l'intolérance. On cherche désormais à faire passer celles et ceux qui se battent contre l'intolérance pour des intolérants. On veut faire croire que celles et ceux qui cherchent à échapper à la discrimination finissent par devenir eux-mêmes discriminants, et ce sont les minorités qui se voient accusées de tyrannie par la majorité. Le pire, c'est que ça marche. L'égalité est devenue une notion qu'on oppose à la liberté, et ce n'est jamais très bon pour la fraternité. Bon, les gens réagissent très très fortement au lancement de ce jeu en disant ben oui mais moi je veux y jouer mais je veux pas donner de l'argent à une transphobe. Now let's move on to J.K. Rowling. She has intervened on transgender issues. Again, we know she's very outspoken in this space, particularly on social media, but now she's come out saying that no child is born in the wrong body. Moi, je boycotte J.K. Rowling et sa transphobie. Faut-il boycotter le jeu vidéo Harry Potter Hogwarts Legacy ? C'est en tout cas ce que demandent certains internautes sur les réseaux sociaux. Le nouveau jeu Harry Potter va-t-il être gâché par les propos polémiques de son auteur ? Harry Potter author J.K. Rowling has reignited controversy over her stance on transgender rights by opposing gender recognition reform legislation in Scotland. Les répercussions de ce combat dans la vie de J.K. Rowling, elles sont très concrètes. C'est d'ailleurs bien pour ça que ses proches lui avaient conseillé, voire l'avaient supplié de ne pas s'engager dans cette voie. Bon, les conséquences ne sont pas telles qu'elle ait dû retourner à ses années de misère, mais disons que cet aspect occupe une part plus qu'importante dans sa vie et qu'elle ne peut plus esquiver cette image qu'elle a elle-même contribué à créer. À tel point que tout ce qu'elle produit maintenant est systématiquement évalué à l'aune de son obsession contre la transidentité, comme par exemple l'un de ses derniers polars où elle met en scène un tueur en série revêtant une apparence féminine pour assassiner ses victimes. Des artistes qui ont travaillé avec elle se sont désolidarisés de ses propos, à commencer par les acteurs principaux d'Harry Potter comme Daniel Radcliffe ou Emma Watson. D'autres comédiens et comédiennes critiquent les attaques dont J.K. Rowling est victime, sans s'attarder quand même sur la nature des débats. Le vrai test pour elle, ce sera justement la diffusion sur HBO d'ici 2026 ou 2027 de la fameuse nouvelle adaptation d'Harry Potter sous forme de série télé en 7 saisons. J.K. Rowling y est, on l'a dit, beaucoup plus impliquée que sur les films puisqu'elle en est la productrice. Elle supervise aussi l'écriture du scénario et le casting. On verra à ce moment-là si les combats qu'elle mène à titre personnel ont fait disparaître l'autrice d'Harry Potter d'un petit coup de baguette tragique. Merci à David Carzon qui signe le texte de cet épisode de Programme B, un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex, réalisé par Mathieu Thévenon. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférées. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.